Hello! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes meilleures lectures ainsi que les lectures que j'ai le moins aimées en 2025, donc mois par mois, de janvier à décembre, sachant qu'il y a certains mois où vraiment ce ne sont que des bonnes notes, donc vous verrez que ma moins bonne lecture ça va être un 3,5 ou un 3,75 par exemple sur 5. De toute façon je vous ai déjà parlé rapidement de tous mes livres puisque je vous ai fait la vidéo où je vous présente tous les livres que j'ai lus en 2025, donc vous les avez tous déjà vus si vous avez vu cette vidéo là, mais là je vais vous en parler un tout petit peu plus en détail. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps, je vous présente ça tout de suite. Donc pour commencer le mois de janvier, ma meilleure lecture c'était n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Si je prends le bon tome de la saga, c'est mieux. Donc pour commencer avec le mois de janvier, ma meilleure lecture c'était Reckless, donc le tome 4 de la saga des Chestnut Springs d'Elsie Silver. C'est vraiment mon tome préféré de cette saga. J'ai adoré l'histoire. Dans celui-là, on va suivre Winter, donc la sœur de Summer qu'on a dans Flawless, le tome 1. C'est la sœur un petit peu froide, qui a l'air méchante, etc. dans le tome 1, mais je l'adore. Je l'adore, elle est adorable. Donc Winter, elle est dans une démarche pour divorcer, vraiment. Elle veut quitter son mari, elle en peut plus, et elle va rencontrer Théo Silva. Ils vont passer une soirée ensemble dans un bar, et ça va finir sur un coup d'un soir qui va déboucher sur un bébé secret. Quand elle a eu connaissance de ce petit imprévu, elle a envoyé un message à Théo pour le prévenir, sauf que Théo n'a jamais répondu à son message. Donc pour elle, c'est juste un connard, etc. Mais il avait juste jamais eu connaissance de ce fameux message, et donc quand il va redébarquer dans sa vie après avoir appris qu'il était devenu père, il va vraiment assumer ses responsabilités et j'ai adoré ça. J'ai adoré leur relation, c'était vraiment très beau, très mignon. On voit qu'il est il est pas là pour jouer au connard avec elle, il est pas là pour la faire souffrir ni rien, et bah il va essayer de lui faire comprendre ça, comme quoi tous les hommes ne sont pas des connards au final. Elle en même temps, elle veut protéger son enfant, mais elle veut que son enfant puisse connaître son père aussi, enfin... Franchement, j'ai adoré leur relation, j'ai adoré leur dynamique. C'était mon tome coup de cœur de cette saga. Ensuite, ma moins bonne lecture du mois de janvier, c'était en audio, j'ai écouté Hades, le tome 3. J'avoue que de toute façon, Hades et Perséphone, c'était pas trop ça, Hades non plus. Voilà, le tome 3 était un peu mieux que les autres, c'était un 3 sur 5, mais j'ai pas forcément trop accroché. Genre, l'histoire était sympa, dans un sens, parce qu'on voyait plus les dieux, etc., que dans les tomes précédents, donc il y avait un petit peu plus cet aspect mythologique que j'avais pas trop retrouvé dans les tomes précédents, c'est pour ça que j'ai mis un 3 sur 5, mais honnêtement, c'était encore une fois, voilà, beaucoup de smut pour pas grand chose. Ce que j'ai bien aimé, c'est que par contre, il y avait plus d'action. Voilà d'où sort le 3, mais c'était, voilà, pas une lecture très concluante pour moi. Globalement, cette saga-là, c'était pas trop ça. Ensuite, au mois de février, ma meilleure lecture, c'était Le Soleil de minuit de Lily Blabla, donc le tome 1 chez Hugo Roman. C'était trop mignon. J'ai lu ça en 24 heures. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que ça se passe sur 24 heures. On va y suivre Milan qui est triste. Elle est dans un parc, elle est toute seule, elle est triste et elle va rencontrer Aaron qui va la voir comme ça, qui va venir la voir, essayer de lui parler un petit peu et il va essayer de lui remonter le moral, de lui changer un petit peu les idées alors qu'ils se connaissent pas du tout. Et ils vont se rendre compte directement que ils s'apprécient assez vite, qu'il y a une certaine attirance qui se crée entre eux. Et franchement, sur ces 24 heures, ils vont beaucoup se rapprocher. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne dure que 24 heures et à la fin de cette journée, ils doivent repartir chacun de leur côté. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite romance-là, c'était très mignon, très doux, c'était pur comme romance, vraiment j'ai adoré. C'est juste le temps d'une soirée, voilà, des personnes qui se sont rencontrées, qui se rendent compte que il y a quelque chose entre eux, mais ça peut durer qu'une soirée. Du coup, de ce fait-là, c'était quand même assez intense dans un sens. Franchement, j'ai adoré cette histoire, c'était un 5 sur 5 pour moi. Ma moins bonne lecture du mois de février, c'était Le Contrat, tome 1 de Tara Jones chez Hugo Roman, donc c'était un 3 sur 5. Dans ce livre-là, on va suivre Angéline et Geoffrey. Angéline, c'est une femme qui a des dettes. Voilà, elle a des dettes à rembourser et elle va se retrouver à supplier Geoffrey, qui est son créancier, de lui éponger ses dettes. Et du coup, Geoffrey va lui dire « Ok, pas de souci, j'éponge tes dettes, par contre, on se marie. » Je le fais à cette condition-là, donc un contrat de mariage avec des clauses bien précises, etc. Il va accepter d'éponger ses dettes sous cette condition-là. Et Angéline, elle est tellement désespérée que elle va accepter le mariage, évidemment. Et elle va accepter ce fameux mariage alors qu'elle a jamais vu Geoffrey de sa vie. Elle ne sait pas du tout à quoi il ressemble, mais évidemment, attirance, tout ça, il est beau gosse, on sait comment est la suite. Mais la seule chose sur laquelle elle bloque, c'est qu'elle se demande pourquoi il a accepté un mariage avec elle alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. C'était un 3 sur 5 pour moi parce que dans un sens, j'étais quand même dans l'histoire puisque il y avait ce suspense, ces secrets de pourquoi est-ce qu'il l'avait proposé de se marier avec lui, clairement. Donc j'étais assez intriguée à ce niveau-là, mais j'ai trouvé que des fois c'était un petit peu plat et il y avait des moments cringe. Il l'appelle Barbie, il appelle
ce qu'elle a en bas là, vous voyez ce que je veux dire? Pussycat, non mais ça je suis désolée, ça m'a cringe tout au long de l'histoire. J'ai pas pu, je me tapais des barres de rire en mode mais c'est quoi ce truc? Du coup voilà, j'ai pas réussi à plonger aussi bien dans l'histoire que ce que j'aurais voulu, principalement à cause de ça je pense. Pour le mois de mars, ma meilleure lecture c'était Black Venus de Dahlia Blake, donc le tome 1 de la trilogie des légendes. C'était un 5 sur 5. C'était trop bien comme histoire. Dans ce livre-là, on va suivre Violette Baker, qui est une influenceuse le jour, mais chanteuse en cabaret la nuit, qui va un jour rencontrer Ethan Legrand, un fameux journaliste qui a pour but d'écrire la biographie de Violette. Mais en réalité, Ethan n'existe pas. C'est un agent de la DGSE, donc des services secrets français, qui a pour objectif d'utiliser Violette pour faire tomber un des magnats de la tech. Clairement, c'est son but. Mais du coup, il doit se faire passer pour un journaliste pour se rapprocher d'elle, tout ça. Son but, c'est de la faire intégrer la DGSE d'une manière ou d'une autre pour qu'elle devienne espionne avec eux et qu'elle les aide à faire tomber ce gars. J'ai adoré cette histoire-là, c'est avec des agents secrets, c'était la première fois que je lisais une histoire avec des agents secrets. On a voilà beaucoup de tensions, beaucoup de secrets évidemment, beaucoup d'action, je l'ai vraiment trop aimé. Et c'est aussi avec celui-là que j'ai découvert la plume de Dahlia Blake et franchement c'est une plume très addictive. Elle est très fluide, très prenante et vraiment j'arrivais pas à lâcher le bouquin. En moins bonne lecture du mois de mars, je vais avoir du coup Le Contrat de Tara Jones, tome 2 et tome 3, qui était un petit peu mieux que le premier, c'était des 3,5 sur 5, mais voilà, c'était quand même pas trop ça, notamment avec les surnoms, etc. qui étaient employés encore une fois, et j'ai trouvé que des fois, c'était encore un petit peu mou. Donc voilà, je vais pas vous refaire le résumé, c'est la suite du tome 1. Pour le mois d'avril, ma meilleure lecture, c'était Crescendo d'Alixia Fall chez Adonia, donc c'était la première sortie de la maison d'édition Adonia. Déjà juste le livre, je le trouve magnifique, j'adore, vraiment. Le jaspage et tout, il est trop beau. Et l'histoire, mais j'ai adoré. Attention, c'est une dark romance, donc pour un public majeur et averti. On y suit Izzy, qui est la fille du médecin des Hells Lake, donc qui a grandi dans ce gang, mais qui n'en fait pas vraiment partie. C'est pas une recrue du gang. Sauf qu'un jour, son meilleur ami, qui est lui l'héritier de ce fameux gang, va manquer de se faire assassiner. Et du coup, elle va décider de se mettre vraiment à fond dans le gang, de devenir une des recrues pour pouvoir le protéger au maximum. Sauf que pour ça, elle va bien évidemment devoir se faire entraîner, etc. pour être prête à vraiment défendre, et son instructeur ne va être autre que Kieran, qui est un des membres des Hells Lake qu'elle déteste. Mais il va devoir donc l'entraîner et la former pour qu'elle soit une recrue parfaite pour faire face aux Reapers, qui est le gang adverse qui menace les Hells Lake. J'ai adoré cette histoire-là. Voilà. Tout ce qui est gang, mafia, tout ça, je suis pas énormément dedans, mais des fois ça me fait plaisir quand même de lire une petite histoire comme ça. Et là, franchement, j'ai adoré. On a des secrets, de l'attention, de l'action, beaucoup de révélations sur la fin. Voilà, comme j'ai dit, pas mal de secrets. Donc franchement, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et voilà, la dynamique entre Izzy et Kieran, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on a vraiment bien démarré l'année chez Adonia avec celui-là. Ma moins bonne lecture du mois de mars, c'était La femme de ménage se marie de Freda McFadden, donc le tome 2.5, qui peut se lire soit entre le tome 2 et le tome 3, soit après le tome 3. Moi je l'ai lu après le tome 3, tout simplement parce que je n'avais pas connaissance de l'existence de ce tome avant, mais honnêtement, c'était un 2 ou un 2,5 si je dis pas de bêtises pour moi. C'était pas ouf, ça casse pas trois pattes à un canard, il se passe rien en fait. C'est plat, il y a pas d'action, il y a juste un mec chelou qui est dans les parages, mais il se passe rien, il n'y a pas de mort, il y a pas d'enquête, il y a que dalle, juste un mec chelou où on essaye vite fait de savoir qui c'est, mais ça s'arrête là. Moi je voulais le lire de base parce que je voulais voir comment se passait le mariage évidemment, mais honnêtement, si vous l'avez pas, l'achetez pas exprès, il n'en vaut pas la peine, sachant qu'il est 2 fois plus court que les autres, il coûte 8 balles quand même. Enfin franchement, passez votre chemin, n'hésitez pas à ne pas le lire. Ensuite, ma meilleure lecture du mois de mai, c'était Riversend d'Aimé Bianca chez Addictive. Donc là, attention encore une fois, dark romance pour un public majeur et averti. J'ai adoré. C'était un coup de cœur. On va y suivre Béatrice, qui est la fille du chef d'un des 2 gangs qui règnent sur Riversend. Donc ils sont 2 gangs à se partager le côté droit et le côté gauche de la ville. Du coup, elle, c'est la fille d'un des chefs des 2 gangs et elle va se retrouver kidnappée par le gang adverse, évidemment par Ezekiel. Ezekiel qui la kidnappe donc pour faire chanter son père, évidemment. Mais on va avoir évidemment une attirance qui va naître entre eux alors qu'ils sont censés se détester, mais c'est qu'ils ne savent juste pas toute la vérité. J'ai adoré cette histoire, encore une fois, voilà, on a de l'action, de la tension, du slow burn, beaucoup de secrets. J'ai adoré, voilà, vraiment des secrets, il y a de la trahison, il y a du mariage arrangé, que des tropes que j'aime finalement. Franchement, c'était une très bonne découverte. Ma moins bonne lecture du mois de mai, c'était Tempête du Sud de Brittany Chéri, donc le premier tome de la saga Compass. Honnêtement, c'était un 3 sur 5 parce que je sais que sur le coup, j'avais pas forcément trop accroché, mais c'était sympa quand même, ça allait. Mais honnêtement, je me rappelle même plus l'histoire. Je ne me rappelle plus les personnages, je ne me rappelle plus l'histoire. Voilà, j'ai pas trop accroché. Je me rappelle que voilà, j'ai eu du mal
à me plonger dedans, que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, que je trouvais ça un petit peu plat, mais que globalement l'histoire générale en elle-même, voilà, j'aimais bien les personnages, etc., leur dynamique, tout ça, je trouvais ça sympa. Mais j'ai pas été plus emballée que ça, la preuve, je me rappelle pas. Ma meilleure lecture du mois de juin, c'était un énorme coup de cœur, c'était Unfair, tome 1 d'Océane Ganem chez Plume du Web. Vraiment, déjà voilà, encore une fois, juste l'objet livre est magnifique. C'était incroyable comme histoire, j'ai adoré. Dedans on y suit Moon, donc c'est un ado, il est au lycée et il ne se sent clairement pas à sa place dans ce monde parce que tout simplement il est homosexuel et que dans la société d'aujourd'hui, bah ils sont encore un petit peu rejetés par certaines personnes. Donc lui il n'arrive pas à trouver sa place, il subit des moqueries, du harcèlement, etc. notamment dû à ça. Tout simplement parce qu'il aime les hommes. Son objectif, c'est de survivre à sa dernière année de lycée, malgré le harcèlement, malgré tout ce que les autres élèves, ses harceleurs, etc. lui font subir au quotidien. Et on va avoir l'arrivée d'un nouvel élève dans l'établissement qui est Sunny. Donc lui, c'est complètement l'opposé de Moon. Moon, c'est peau blanche, cheveux noirs, etc. Vraiment sombre, ténébreux un petit peu. Alors que Sunny, c'est vraiment le soleil. Il est blond, les yeux bleus, etc. C'est vraiment l'opposé, que ce soit physique ou mental, de Moon. Et Sunny, dès qu'il arrive, bah, il a la cote. Il est populaire, etc. Mais il va voir Moon et il va décider de le prendre un petit peu sous son aile, de, voilà, lui faire voir les côtés positifs de la vie, d'essayer de lui remonter le moral, de devenir son ami, parce que Moon n'a pas énormément, voire pas d'amis. Et voilà, Sunny va décider d'être là pour lui malgré tout ce qu'on dit sur Moon, voilà, par rapport à son homosexualité, tout ça, comme quoi faut pas l'approcher, patati patata. Sunny, lui, il s'en fout et il va décider d'approcher Moon. C'était vraiment un énorme coup de cœur. La relation entre Moon et Sunny est si adorable. Vraiment, Sunny, il essaye de l'aider comme il peut, etc. Et Moon va l'aider en retour à sa manière. Et j'ai trouvé ça juste vraiment beau leur relation. Moon qui va se dire que la vie n'est pas si pire que ça finalement, qu'il y a du positif un petit peu, qui peut sourire quand on rencontre les bonnes personnes, que finalement bah c'est pas si mal que ça. Par contre les séquelles émotionnelles que m'a laissé ce bouquin, c'est pas possible. Je crois que j'ai jamais autant pleuré dans une lecture. Là, je pleurais tout le temps. Soit parce que c'était mignon, donc j'avais les larmes aux yeux, j'étais en mode « Oh, c'est trop chou !» Soit parce que justement c'était triste et il y avait des scènes, ça me faisait vraiment mal au cœur pour les personnages, que ce soit principalement Moon, mais même Sunny aussi, il y avait des scènes, ça me faisait mal au cœur. Et la fin, je m'en suis toujours pas remise. J'attends le tome 2 avec impatience, vraiment, mais incroyable. Cette histoire était juste incroyable. Ma moins bonne lecture du mois de juin, c'était Plonge avec moi, tome 1 de Holly TL chez Hugo Roman. On va y suivre Marjorie, qui est une jeune étudiante de 19 ans, qui est à l'université et qui va intégrer un cours un petit peu spécial. Enfin, c'est pas un cours, c'est juste qu'il y a une de ses profs qui est dedans. Mais en gros, elle va intégrer une espèce de confrérie, enfin quelque chose qu'on appelle la confrérie. C'est un truc libertin. Elle va l'intégrer pour un stage qu'elle doit faire. Et en fait, il se passe plein de trucs chelous là-dedans. Vraiment, on dirait une secte. Ce sont des gens qui ont des pratiques très bizarres. Voilà, vous voyez de quelle pratique je parle, mais vraiment, c'est une ambiance assez bizarre. Et en parallèle de Marjorie, on va avoir Morgan qui va intégrer sa colocation. Et lui, Morgan fait aussi partie de la confrérie, sauf que lui, c'est pas pour un stage. Il en fait partie. Donc on va voir Marjorie dans la confrérie et en parallèle de ça, il y a des gens qui se font agresser et on ne sait pas qui est l'agresseur. Donc on va avoir une espèce de petite enquête un petit peu en même temps. C'était un 3,25 pour moi, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal, j'ai plutôt bien aimé, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, j'avoue, c'est pour ça que j'ai pas mis plus haut comme note, mais c'était pas mal, l'histoire était vraiment intrigante, c'est très mystérieux, et je me demandais, je me disais, mais c'est quoi ce délire de confrérie? Vraiment, c'est chelou, c'est chelou. Et par contre, plus on allait vers la fin, plus je me disais, ouais, mais c'est bizarre, l'ambiance, elle est chelou, j'aime pas trop. Mais d'un autre côté, j'étais très intriguée à savoir qui était derrière tout ça, qui avait quel rôle, etc. et voir ce que la suite allait donner, donc dans le tome 2. Ma meilleure lecture du mois de juillet, c'était Jamais 203 de Quentin Jarnot chez Nox. C'était un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré cette histoire. On va y suivre Stella, qui est une jeune femme qui fait des rêves prémonitoires. Elle a déjà prédit la mort de 2 personnes et ça s'est réalisé à chaque fois, à la date qu'elle avait prédit, etc. Et là, elle va rêver de sa propre mort dans 203 jours. Et donc, avec son meilleur ami Cole, ils vont décider de lui faire remplir une bucket list et Cole va décider de l'aider à réaliser un maximum de vœux sur cette bucket list avant la fin du compte à rebours de ces 203 jours. Évidemment, c'est du best friends to lovers, ils sont adorables. Vraiment, Cole et Stella, leur relation, leur amitié est déjà très belle et la façon dont ils prennent soin l'un de l'autre, la façon dont Cole va essayer de l'aider à réaliser tous ses vœux, etc. parce qu'il veut qu'elle soit heureuse avant de mourir dans 203 jours comme elle l'a rêvé, c'est juste trop mignon. J'ai adoré leur relation. Il va tout faire pour la faire sortir de sa zone de confort parce que c'est une fille qui n'ose pas vraiment, qui a un petit peu peur d'exister, qui a peur qu'on la voie tout simplement. Et lui, il va faire en sorte qu'on la voie justement et qu'elle existe.
et j'ai adoré leur histoire. Je pardonne pas les larmes que j'ai eues à la fin par contre. Ensuite, ma moins bonne lecture du mois de juillet, attention, j'ai quand même adoré, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas des flops. Des fois, j'ai adoré la lecture, c'est juste que c'est celle que j'ai le moins bien notée dans le mois. C'était 10 bonnes raisons de te détester d'Emma Green chez Addictive, qui était un 3,75 sur 5 pour moi, donc vraiment très bonne note. J'ai adoré. On va y suivre Art, qui est un Anglais qui a fait sa vie sur l'île d'Hawaï. Voilà, il a construit sa vie là-bas, il a construit son hôtel, il fait son business là-bas comme ça. Mais il y a quelques années, il a eu un coup d'un soir avec une Française quand il était à Paris. Donc elle, c'est Gabrielle, et elle va redébarquer dans la vie de Art 8 ou 10 ans plus tard, si je dis pas de bêtises, avec des jumeaux en lui disant « Voilà, ce sont tes enfants ». Et donc on va suivre toute cette histoire de cette mère célibataire qui essaye de récupérer le père de ses enfants, de lui faire reconnaître l'existence de ses enfants, prendre ses responsabilités, tout ça, tout ça. Tout ça se passe évidemment à Hawaï, dans le fameux hôtel de Art. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu comédie romantique, j'ai pas mal rigolé dans cette histoire-là. J'ai adoré déjà le cadre, le fait que voilà, ça se passe à Hawaï, sur une île, c'est un petit peu paradisiaque, ça fait rêver, j'avoue. Les enfants, ce sont des tornades, c'est un enfer à gérer, mais ils sont en même temps super adorables. Franchement, j'ai adoré. Je me suis pas mal attachée aux personnages dans cette histoire-là. Et voilà, comme j'ai dit, toute la dynamique, tout le setting était vraiment super. Ensuite, ma meilleure lecture du mois d'août, c'est mon plus gros coup de cœur de cette année. C'était The Broken Vows de Catherine O'Mara, donc le tome 4 de la saga des Windsor. C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable comme lecture. Dans ce tome-là, on va suivre Zane et Céleste, donc tous les deux travaillent dans l'hôtellerie, ils achètent tous les deux en fait des hôtels, etc. pour chacun leur famille respective. Et du coup, ils sont tout le temps en compétition parce qu'ils veulent souvent acheter les mêmes propriétés. Donc on a un petit peu du rivals to lovers, et Zane, lui, il a des sentiments pour Céleste depuis des années, vraiment, ça se voit. Donc ils vont tenter de se mettre ensemble, ils vont vivre leur amour pendant quelques temps, sauf qu'à un moment, il va y avoir un événement qui va tout faire basculer. Et à partir de ce moment-là, ils ne vont plus se parler pendant des années, ils vont se détester vraiment, mais pour de vrai, à ne plus pouvoir se regarder, etc. Ils vont tout essayer pour faire tomber l'autre. Mais la grand-mère de Zane, puisque c'est elle qui choisit les mariages arrangés dans la famille, va décider que ce serait bien pour eux qu'ils se marient. Donc eux, évidemment, ne veulent pas du tout, alors qu'à une époque, ils auraient tout donné pour pouvoir se marier, mais c'était la grand-mère qui n'était pas d'accord. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2025. On a ce livre qui est séparé en deux parties. On a tout d'abord une partie sur le passé, donc quand ils ne s'appréciaient encore pas trop, etc. Enfin, que Zane avait des sentiments pour Céleste, mais que Céleste voulait rester éloignée de lui, mais qu'ils ont finalement tenté de se donner une chance, etc. Ils ont tenté leur relation. Donc on a d'abord toute cette partie-là sur leur première relation, comment ça s'est passé, jusqu'au moment où tout a basculé. Et après, donc, on a la deuxième partie quelques années plus tard, quand la grand-mère décide qu'il est temps pour eux de s'épouser, alors que eux ne le veulent plus du tout, ils se détestent vraiment au plus haut point. Et on va vraiment suivre toute leur histoire du début de leur relation jusqu'à la fin. Et j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai adoré leur relation, l'évolution de celle-ci, même si tout s'est écroulé à un moment, on voit comment ils essayent de s'en relever et comment c'est dur de s'en relever. C'est carrément à se demander si, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils vont réussir à passer outre et à rester ensemble malgré tout ça. Est-ce qu'ils se détestent vraiment autant qu'ils le laissent paraître, ou est-ce qu'il y a encore des sentiments? Est-ce qu'ils s'aiment encore? Est-ce que l'amour est suffisant pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'on peut vraiment pardonner à l'autre personne tout ce qui s'est passé? Vraiment, jusqu'à la fin du bouquin, je savais pas si leur relation allait tenir le choc. J'ai eu mal pour les personnages, vraiment, j'ai souffert avec eux parce que on voit qu'ils souffrent en fait de cette situation-là, parce qu'on voit qu'ils s'aiment mais qu'ils se disent non, je peux pas pardonner ce qui s'est passé, je peux pas refaire confiance, etc. Mais ils s'aiment à en crever alors qu'ils disent qu'ils se détestent. Mais vraiment, j'ai adoré leur relation et j'ai adoré voir comment ils essayaient de remonter de tout ça, comment ils essayaient de s'en sortir l'un l'autre. C'était vraiment très touchant et très beau comme histoire. Ma moins bonne lecture du mois d'août, alors là par contre on peut parler d'un flop, j'ai à peine mis la moyenne, c'était donc un 2,5 sur 5 pour moi, c'était L'été où je suis devenue jolie. Donc The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. Vraiment, j'ai pas accroché à l'histoire, alors que pourtant les histoires, bord de plage, des jeunes, etc., ça me plaît plutôt bien en temps normal. Mais là, j'ai vraiment pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché au personnage, l'histoire du triangle amoureux. Voilà, elle m'a saoulée au plus haut point du début à la fin, vraiment, ce personnage m'insupportait. Toute la hype autour de Conrad, je comprenais pas trop. Jeremiah, vas-y, laisse tomber ce personnage, pareil, il m'a saoulée. Sachant que j'ai pas vu la série, je précise, j'ai pas regardé la série, je me suis dit, je vais écouter les livres en premier. Mais franchement, non, j'ai pas réussi à accrocher à l'histoire. J'ai quand même mis un 2,5 parce que l'ambiance c'était sympa, la plage, tout ça, mais
ça l'a pas fait pour moi. Ensuite, en septembre, ma meilleure lecture, c'était Caught Up de Liz Stamford, donc le tome 3 de la saga des Windy City. C'était un gros coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur de cette saga, clairement, sachant que déjà, c'est ma saga préférée de 2025. Là, j'ai trop aimé ce tome-là. On va y suivre Kai, qui est un joueur de baseball de l'équipe de Chicago et qui est parent célibataire. Donc il gère seul son fils de 2 ans et il a besoin de temps en temps d'une nounou quand il va notamment sur les matchs à l'étranger, etc. Parce que il a pas forcément ses amis qui peuvent garder l'enfant, donc il a besoin d'une nounou qui voyage avec eux tout simplement. Et il va rencontrer Miller par hasard, qui est la fille de son coach. Elle est chef pâtissière, vraiment, elle fait des interviews, etc. Elle est très très réputée, très connue, mais elle a besoin de faire un break parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'inspiration pour la prochaine interview qu'elle doit faire. Donc elle va prendre un petit temps de pause pendant l'été pour aller voir son père à Chicago, etc. Et elle va se retrouver au final à devenir la nounou pour le bébé de Kai. Sachant que elle, c'est une femme qui ne veut pas d'attache, elle ne veut pas se poser, elle vit dans sa petite caravane, elle est tranquille, elle va où elle veut, quand elle veut. Elle veut vraiment aucune attache. Mais bien évidemment, entre Miller et Kai, il va y avoir de l'attirance et ça va causer un petit peu souci pour elle. J'ai vraiment adoré ce tome, c'était mon préféré de la saga, comme je vous l'ai dit. La relation, la dynamique entre Kai et Miller, je l'ai trouvé adorable. Voilà, entre lui qui a peur de faire entrer quelqu'un dans sa vie, d'être déçu, que cette personne n'accepte pas son fils, etc. comme il le voudrait. Et Miller, elle, qui a peur de s'attacher, qui ne veut pas se poser à un seul endroit, qui veut, voilà, être indépendante, faire sa vie comme elle l'entend. Mais ils vont finalement si bien se compléter tous les deux, vraiment leur relation est juste adorable. La relation de Miller et Max aussi est vraiment trop chou, j'ai adoré, ce bébé est trop mignon. Ce bébé est vraiment trop mignon. Encore une fois, c'était voilà, une romance sportive avec de l'attention, du slow burn et franchement, les parents célibataires, je sais pas, ça me fait un truc, j'adore. Dans les livres, je précise. Ensuite, ma moins bonne lecture du mois de septembre, c'était Plonge avec moi, tome 2 de Holly T.L. chez Hugo Roman, toujours. Donc voilà, on se retrouve directement à la fin du tome 1, juste après ce qui s'est passé à la fin. Et franchement, celui-là, j'ai pas trop accroché. On a dedans de la pregnancy trope, donc c'est une trope que j'apprécie pas forcément, et j'ai trouvé l'histoire un peu plate. Honnêtement, je me suis un peu ennuyée, j'avoue. Autant le 1, il y avait voilà du suspense, je me posais pas mal de questions, tout ça, j'étais intriguée de savoir la suite. Autant celui-là, je me disais quand est-ce qu'il va se terminer. Donc, j'ai pas trop kiffé, j'ai mis 2,5. Et encore, après réflexion, je me dis que je l'ai bien noté, parce que 2,5 c'est la moyenne quand même. Bon. Ensuite, au mois d'octobre, ma meilleure lecture, c'était Blood Vipers de Dahlia Blake, donc le tome 2 de la trilogie des légendes. C'était un gros banger, un 5 sur 5 comme Black Venus. J'ai pas réussi à savoir lequel j'ai préféré entre les deux honnêtement, mais Blood Vipers, je vais pas m'en remettre. On va suivre Ruby, qui est une des meilleures agentes du FBI et qui, elle, vit vraiment sans attache. Elle va avoir une petite relation avec son collègue Diamond, donc relation juste, voilà, avec bénéfice, tout ça. Aucune relation vraiment concrète puisqu'elle veut vivre vraiment sans attache. Le seul souci, c'est qu'ils font ça depuis quelques temps maintenant et que Diamond commence à avoir des sentiments pour Ruby, mais que elle ne veut pas mêler vie perso et vie professionnelle, et vu qu'ils sont collègues, ils sont vraiment partenaires, ils font les missions à deux, elle veut pas. Mais ils vont être amenés à avoir une mission à réaliser tous les deux, puisque les États-Unis, ils pensent qu'il y a un programme secret russe menaçant du coup, qui existe et qu'il faut, voilà, faire tomber. Et le but de Ruby dans cette mission, c'est de séduire Noah, qui est un espion présumé de cette organisation russe, pour démasquer que c'est bien un espion russe. Et vous voyez où je vais en venir, Ruby va accepter évidemment, et elle va se retrouver dans un triangle amoureux, parce qu'elle aussi a des sentiments pour Diamond, mais elle va se rendre compte qu'il y a une certaine attirance avec Noah. Et vraiment, ce tome était un énorme banger. On a, voilà, encore une fois, agent secret, donc j'adore cette ambiance-là. On a beaucoup de tension, on a beaucoup d'action, des secrets, mais vraiment, mais les secrets de ce tome. Au bout d'un moment, je me disais, ouais, possible que ce soit ça, mais je pense pas. Et plus j'avançais, plus je me dis, non, mais ils vont pas me dire que c'est ça quand même. Si, c'était ça. Franchement, je pensais pas. Je ne me suis toujours pas remise de cette fin. C'était vraiment une trop bonne lecture. Ma moins bonne lecture du mois d'octobre, c'était Dirty Soul de Holly T.L. chez Adonia, donc c'était un 3,5 sur 5, donc plutôt pas mal quand même. Et donc dans celui-là, on suit Camille, qui est un auteur à succès, mais c'est un auteur qui a une certaine part d'ombre qu'il pensait avoir réussi à vaincre il y a quelques années, mais cette part d'ombre va ressurgir comme ça. Et donc il va trouver refuge au DC, qui est une sorte de club. Un club avec différentes ambiances selon les niveaux, etc. Il va y rencontrer Neissa, qui est là pour chercher sa sœur qui a disparu, et il va clairement avoir une obsession pour elle. Et donc on va voir tout au long de cette histoire si Neissa va suivre Camille dans l'enfer qui l'entoure ou si elle va réussir à le faire remonter un petit peu.
C'était une bonne lecture, c'était sympa. J'ai mis un petit peu de temps à réussir à me plonger dedans et il y avait quelques moments où j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Mais sinon, globalement, franchement, j'ai bien aimé l'ambiance. Je me demandais voilà où était passée la sœur, je voulais faire ma petite enquête moi aussi. J'ai bien aimé la relation entre Camille et Naïssa, même si c'était un petit peu chelou parfois. Mais voilà, j'étais assez intriguée, je voulais voir où ça allait nous mener, donc c'était plutôt une bonne lecture. Ensuite, ma meilleure lecture du mois de novembre, c'était Play Along de Liz Stamford, donc le tome 4 de la saga des Windy City, qui était lui aussi un coup de cœur. Vraiment, j'ai trop aimé. Dans celui-là, on va y suivre Isaiah, donc le frère de Kai, qui est aussi un joueur de baseball de la même équipe, et qui crush clairement sur une des médecins du staff de l'équipe depuis 3 ans. Vraiment, il crush sur elle depuis 3 ans, il essaie de lui faire du rentre-dedans, etc., mais ça prend pas. Et elle, c'est Kennedy, donc c'est une femme qui vient d'une famille assez aisée, dans laquelle seules les apparences comptent, clairement, et qui a du mal à se remettre de sa dernière relation, puisque le mec à qui elle était fiancée a décidé d'épouser sa sœur. Et donc elle veut un petit peu le faire payer, faire se rendre compte aux gens que elle existe, qu'elle a le droit d'être qui elle est, etc., qu'il n'y a pas que les apparences qui comptent. Et un soir où ils vont être complètement bourrés, elle et Isaiah vont se marier à Las Vegas. Mais ils vont se mettre d'accord après par la suite pour se dire que voilà, c'est un faux mariage, c'est juste pour les apparences justement, pour faire genre devant les autres et pour que voilà, ils croient qu'elle a remonté la pente, qu'elle a trouvé sa relation parfaite, tout ça, tout ça. Et franchement, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce couple. Moi déjà, tout ce qui est mariage, là c'est pas vraiment mariage arrangé, mais un petit peu quand même. J'aime trop vraiment toutes ces ambiances-là, j'ai adoré ce couple-là, ils étaient trop mignons. Même si soi-disant Kennedy l'apprécie pas trop, etc., on voit qu'il y a quelque chose quand même depuis le début. Et lui, mais Isaiah, il est amoureux d'elle depuis 3 ans, c'est juste adorable. C'est le plus gros green flag que j'ai lu de toute ma vie. Vraiment, j'ai jamais lu plus green flag que lui. Il est juste adorable. J'ai adoré voilà comment ils prennent soin l'un de l'autre, etc. C'était juste une trop bonne lecture. Ma moins bonne lecture du mois de novembre, c'était Falling into Pieces de Shelley Larache chez Knox. Donc attention, encore une fois, c'était un 3,5 sur 5, donc j'ai quand même vraiment bien apprécié ma lecture. Dedans, on va y suivre Solveig, qui est un père célibataire qui a perdu sa femme, donc, et qui est clairement en dépression. Lui, c'est voilà, alcool à gogo, tout le temps bourré, etc. Et il travaille dans une prison. Et un jour, il va rencontrer Diesel, qui est un petit étudiant qui fait des manifestations. Un jour, il va manifester devant la prison, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Et il va se dire, mais c'est qui ce mec en fait? Sauf que Diesel va avoir un petit coup de cœur pour Solveig et il va essayer de briser sa carapace, de rentrer dans sa vie et de lui faire remonter la pente de cette dépression. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Voilà, ça traite, comme je l'ai dit, donc de dépression. On voit que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, que ça peut être très très sévère, dangereux, etc. On voit à quel point c'est dur de remonter la pente quand on vit par exemple la perte voilà, de sa femme. Ça montre comme quoi ce qui nous reste autour, des fois c'est pas forcément suffisant pour réussir à avancer. Mais que si on rencontre la bonne personne, on peut réussir finalement à aller de l'avant, à remonter la pente, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt beau. Après, j'avoue que j'ai pas mis plus que 3,5 parce que j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans. C'est vraiment très sombre comme ambiance parce que voilà, dépression, etc. Donc c'est pas très joyeux, mais il y a Diesel, c'est notre petit soleil dans l'histoire qui remonte un petit peu tout ça. Ensuite, mes meilleures lectures du mois de décembre, je les mets à égalité parce que tout simplement j'ai pas réussi à les départager. C'est Abyss tome 1 et Abyss tome 2 de C.S. Quinn chez Hugo Roman. Vraiment, trop bonne lecture. Coup de cœur pour ces 2 tomes-là, c'était incroyable. Dedans, on y suit Joséphine Westbrook, qui est une voleuse et qui va décrocher un nouveau contrat. Sauf que quand elle va aller voler cet objet, elle va se faire choper par le propriétaire des lieux, qui est Vance Rackham, qui donc détient le port où elle devait aller voler, et qui va lui dire « Je te rends ta liberté seulement si tu fais une mission pour moi, si tu vas voler tel truc. » Et elle va pas avoir d'autre choix que d'accepter. Donc forcément, elle l'apprécie pas, tout ça, mais va y avoir une certaine attirance parce que c'est Vance et c'est Joséphine. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est vraiment voilà leur relation. Où on passe vraiment du on s'aime pas à il y a quelque chose et puis à finalement on s'aime mais avec un grand A et on ferait tout pour l'autre, quitte à le laisser partir ou quitte à se mettre en danger, etc. On est prêt à tout pour l'autre personne, tellement cet amour est puissant et j'ai adoré. Franchement, c'est une ambiance pirate, il y a beaucoup de tension, c'est du slow burn de A à Z, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, vraiment slow burn jusqu'à la fin du tome 1, et le tome 2, on repart sur du slow burn. J'ai dit, ouais, mais c'est pas possible, et j'aime trop quand c'est comme ça, vraiment, trop bien. On a beaucoup d'actions, on a des secrets, des révélations, notamment dans le tome 2, et vraiment, tous les secrets, toutes ces révélations, à chaque fois j'étais là, ah ouais, j'adore, j'aime trop. J'ai passé un trop bon moment. J'y repense souvent, il me reste dans la tête, vraiment.
Et ma moins bonne lecture du mois de décembre, c'était Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Doboer chez Hugo Roman. Donc voilà, petite romance de Noël, c'est la seule que j'ai lue cette année au final. Et c'était un 3 sur 5 pour moi. Dans celui-là, on va suivre Manon et Julien qui sont des amis d'enfance qui ont tenté de se mettre ensemble à un moment donné. Et ça a tenu un certain temps, mais maintenant ça fait 1 an qu'ils se sont séparés parce que voilà, il s'est passé quelque chose. Manon ne veut plus du tout entendre parler de Julien, elle ne pardonne pas. Sauf qu'ils vont se retrouver pendant l'hiver parce qu'ils vont tous les deux rentrer chez leurs parents pour passer les fêtes de Noël et leurs parents sont voisins. Donc ils vont se retrouver dans le même train, etc. pour faire le trajet. Ils vont devoir se voir chez les parents. Et les parents de Manon, eux, posent tout le temps des questions de quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, tout ça, jusqu'au moment où elle va craquer et leur dire qu'elle sort avec Julien. Alors que c'est pas vrai, ils ne sont plus ensemble depuis 1 an, personne n'était au courant qu'ils étaient ensemble avant, et là on va se retrouver du coup avec du fake dating. J'ai mis 3 sur 5 parce que j'ai pas réussi vraiment à m'attacher au personnage, ni à plonger vraiment bien dans l'histoire. C'était sympa, mais voilà, j'ai pas réussi à bien plonger dedans, et il y a une certaine histoire, voilà, ce qui fait que leur relation a éclaté. J'aime pas ce genre de situation-là, j'aime pas les personnages comme ça, du coup voilà pourquoi j'ai pas mis plus que ça. Je vais pas dire quoi parce que sinon je vais spoiler, mais les personnages qui font ça, ça me plaît pas. Du coup, voilà, j'ai moyennement accroché. Après, c'était sympa, c'est à Noël, tout ça, donc petite ambiance hivernale, j'ai plutôt bien aimé, sachant qu'en plus c'était la seule romance de Noël que j'ai lue cette année. Mais voilà, un petit 3 sur 5. Voilà donc pour mes meilleures lectures et les lectures que j'ai le moins aimées en 2025. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me dire également vous, quelles sont vos meilleures et vos pires lectures de cette année. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés moi. Et comme d'habitude, à liker la vidéo, vous abonner ici, sur TikTok, sur Instagram et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.